Et vous regardez Midi Ensemble, c'est l'heure d'Israël Inside. Nous avons tout vu, tout lu. L'info que vous avez peut-être ratée dans la presse, c'est maintenant. Alors surtout, restez avec nous car vous allez tout savoir. Et on ouvre tout de suite notre rubrique avec le dossier FIFA. La Fédération palestinienne de football a renoncé à sa demande de suspension de la Fédération israélienne. On écoute tout de suite le président de la Fédération de football israélienne, Ofer Endi. אני רוצה שנשתף פעולה, אני רוצה שנעבוד ביחד, אני רוצה שנחבק אחד את השני. והכדורגל הוא דבר מאחד ולא דבר מפלג. ואני מאמין ומקווה שבעזרתו של נשיא פיפ"א וראשי פיפ"א וכולנו ביחד נעשה כדורגל שמוביל גשר לשלום. Et du côté palestinien, il y a encore beaucoup de revendications politiques. Écoutez. I think it's the time now to raise the red card for racism, humiliation and demonstration in Palestine and everywhere. It's the time now. Et finalement, les deux hommes se sont serrés la main. Regardez. There's a handshake. Maurice Ifergan, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les leçons à tirer de cet événement ? Écoutez, d'abord qu'on a peut-être un peu traîné en Israël face à cette proposition palestinienne. Il faut dire que ça fait déjà 3 ans que la question est, est discutée au sein de la FIFA et il a fallu attendre finalement les menaces palestiniennes d'un vote de suspension pour que du côté israélien on commence à réfléchir sur quelles sont les revendications palestiniennes et comment on peut négocier face à Rajoub. Alors la question qui s'est posée, c'est qui c'est qui a reçu ce carton rouge ? Vous avez vu, Rajoub donne ce carton rouge à Israël contre le racisme, l'humiliation dans les territoires. Du point de vue israélien, on dit que c'est Rajoub qui a obtenu un carton rouge, puisque finalement, il n'a pas réussi à faire passer sa résolution de suspension d'Israël au sein de la Fédération internationale de football. D'un autre côté, on dit que finalement, Israël a reçu un carton jaune, c'est-à-dire n'a pas été suspendu, mais maintenant va être sous l'œil de la Fédération qui va vérifier que le comportement de la Fédération israélienne vis-à-vis de la Fédération palestinienne est correct. On parle surtout de la liberté de mouvement des joueurs palestiniens entre Gaza et la Cisjordanie, de manière à pouvoir participer au match. Alors le dernier développement, c'est le Premier ministre qui a réagi pour dire on ne s'est pas trompé, on n'a pas perdu notre temps, on n'a pas cafouillé, il faut arrêter de s'excuser. Nous avons depuis longtemps proposé aux Palestiniens de négocier, ils ont toujours refusé. Donc aujourd'hui, nous avons commencé à mettre un peu d'ordre entre les fédérations israéliennes et palestiniennes. Mais finalement, vous avez parlé beaucoup de carton rouge, mais finalement, Samuel Calvo, bonjour. Est-ce que c'est pas à Sepp Blatter qu'il faut le donner ce carton rouge ? Parce qu'il a été réélu, certes, cette semaine, mais alors dans un scandale de corruption terrible, et c'est un dossier qui lui tient particulièrement à cœur. Absolument. Il y a à peu près 10 jours, Joseph Blatter, le président de la FIFA, s'est déplacé en territoire palestinien et en Israël pour rencontrer le président et également le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et il a fait de la résolution de ce problème une priorité. Vraiment, pour lui, c'est très important. Et on a vu que finalement, ça a fonctionné. Oui. Est-ce que peut-être que le fait justement que ce dossier n'était plus d'actualité juste avant son élection, ça a un rapport de cause à effet, Maurice ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, tout d'abord, en Israël, on s'est très peu intéressé aux affaires de corruption au sein de la FIFA. On s'est surtout penché sur ce dossier israélo-palestinien, mais je crois qu'on a compris en Israël que l'offensive diplomatique palestinienne est lancée et concerne toutes les institutions internationales. Hier, c'était la FIFA. Demain, ça va être le comité international olympique qui est présidé encore une fois par Rajoub, par le Palestinien Rajoub. Ou bien la fédération de pêche à la ligne. La fédération de pêche à la ligne va sûrement y passer, mais il faut savoir qu'au sein du comité international olympique, nous avons là une carte maîtresse. C'est Alex Giladi qui est un des pontes de ce comité international olympique et qui va veiller aux intérêts israéliens. On a déjà commencé à négocier avec les Palestiniens sur l'organisation des Jeux du Brésil et je pense que ça
se passera peut-être un peu mieux et moins cafouillage que ce qu'on a vu à la FIFA. Alors Lise, on va parler sport. Quel est le bilan de la sélection israélienne dans les compétitions internationales? Alors c'est pas un bilan très glorieux. Israël, son seul titre, c'était en 64, la Coupe d'Asie des Nations. La seule participation à la Coupe du Monde, c'était en 1970 au Mexique. Ça s'est soldé par 2 matchs nuls et une défaite. Entre 74 et 90, Israël n'était affilié à aucune confédération puisque les pays arabes refusaient de jouer contre des Israéliens. Depuis 91, Israël rejoue dans les compétitions européennes et maintenant on attend que peut-être Israël se qualifie pour l'Euro 2016 qui aura lieu en France. On l'espère. Alors justement, après les compétitions sportives, le sort d'Israël est aussi compliqué dans les concours internationaux de chansons. Israël a réintégré l'Eurovision. Cette année, le jeune Nadav Gedge et son titre Golden Boy a permis à Israël d'arriver 9e en finale du concours européen. Un bon retour après 5 ans d'absence pour un pays qui a longtemps brillé dans cette compétition. Dernier gagnant en date, c'était Dana International avec Diva. La preuve qu'Israël a souvent fait preuve de modernité, même dans la chanson. Retour en images sur l'épopée de ce jeune garçon Nadav Gedge. Israël n'a pas remporté son 4e concours Eurovision cette année. Après 3 succès en 1978, 1979 et 1998, avec des chansons aussi éclectiques qu'Alléluia, Abanibi ou Diva, chantée par le transsexuel Dana International, Israël n'est arrivé que 9e à Vienne. Je sais ce que nous avons apporté au concours. J'aurais voulu arriver 7e au minimum, mais c'est la vie. Je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est la Suède, éternelle favorite, qui l'a emporté devant 200 millions de téléspectateurs grâce à Måns Zelmerlöw, un jeune premier de 28 ans. Nadav Gedge, 16 ans, a représenté Israël parmi les 27 finalistes qui se sont affrontés. Gedge était le vainqueur de la 2e saison de l'émission de télé-réalité israélienne Nouvelle Star. Sa chanson Golden Boy est sortie en mars et a provoqué l'enthousiasme du public. De retour en Israël, le jeune chanteur est très content de son expérience. C'est incroyable, incroyable. C'était super fun, c'est quelque chose de très spécial. On a apprécié chaque seconde. Israël n'avait pas été qualifié pour les finales depuis 2010, mais est resté membre du concours. Cette année, Ilan Mor, l'ambassadeur d'Israël en Hongrie, a protesté contre l'entrée de la Hongrie dans le concours à cause d'un texte du chanteur qui critique la dernière opération à Gaza et accuse Israël d'avoir tué des centaines d'enfants palestiniens pendant l'opération Bordure Protectrice. Malgré cet échec, la délégation israélienne a qualifié ce résultat de résultat incroyable. Alors Lise, donc pour Israël, l'Eurovision n'est pas seulement un concours de chansons. Souvent, l'événement prend une tournure, une couleur politique. Oui, c'est vraiment un concours qui ravive les tensions entre les pays. Pour Israël, surtout en 78, lors de la victoire d'Izhar Cohen, plusieurs pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient avaient carrément diffusé des publicités au moment de la prestation d'Israël. En Jordanie, on avait même annoncé la victoire de la Belgique, qui était pourtant arrivée 2e. Et puis, autre scandale, c'était en 2000. Le groupe Ping Pong représente Israël. Et pendant leur prestation, ils agitent des drapeaux israéliens et des drapeaux syriens en guise de message de paix. Ça n'a pas plu aux organisateurs israéliens qui ont laissé le groupe se débrouiller tout seul et payer leurs frais de déplacement. Et puis en 2005 aussi, le Liban avait refusé de diffuser la chanson d'Israël. Justement, Maurice, est-ce que l'Eurovision ici en Israël, c'est encore un concours important? C'est suivi? Écoutez, il faut dire que ce n'est plus ce que c'était. Je crois que les Israéliens sont un peu découragés par ce concours de l'Eurovision. D'abord, sur le plan de la qualité, c'est perçu un peu comme une grande farce ou un grand spectacle avec beaucoup de paillettes, mais qui est très peu d'intérêt sur le plan artistique. Maintenant, il faut dire qu'Israël n'a pas envie d'organiser ici un nouveau concours de l'Eurovision, vu on dit que les frais sont énormes, il y a les sélections et après il y a la prestation elle-même. Donc sur le plan financier non plus, c'est pas tellement un intérêt pour Israël. Enfin, surtout, les Israéliens ont baissé les bras face à cette politisation. Ils n'espèrent pas grand-chose de l'Eurovision. Alors justement, en parlant de la chanson Golden Boy, 5 soldats de l'armée israélienne ont été sanctionnés, figurez-vous, pour être apparus dans une vidéo où ils dansent sur le tube de Nadav Gedge. La vidéo en question, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, a été dénoncée par leur commandant qui les a sanctionnés par 21 jours de confinement sur leur base. Regardez, on en parle tout de suite après.
La prison pour ça. Franchement, Maurice, cette vidéo qui montre quand même au contraire que les chansons de l'Eurovision sont très populaires et surtout chez les soldats. Écoutez, je ne sais pas si c'est les chansons de l'Eurovision qui sont très populaires chez les soldats. Le fait est qu'ils ont été punis pour avoir dansé pendant le service. Et c'est ça qui a beaucoup gêné l'état-major. Maintenant, il faut dire que je ne pense pas que c'est la chanson... On dirait des boys bands. Hein. Oui, je ne pense pas que c'est la chanson de l'Eurovision là qui a intéressé nos soldats. C'est surtout cet engouement qu'on a en Israël pour la musique orientale et la chanson de type oriental qui prend énormément de place aujourd'hui. Il n'y a pas une musique qui n'a pas des résonances orientales et qui s'intègre parfaitement dans cette région. Alors, on va passer à un sujet bien plus triste d'ailleurs. C'est la première fois qu'un cadre se suicide en Israël à cause de pressions menées sur Facebook. Ariel Ronis s'est donné la mort après avoir été accusé de racisme. Directeur d'une agence qui s'occupe des immigrés en Israël, il aurait discriminé une femme et sa réputation s'en est trouvée salie sur les réseaux sociaux. Des accusations que Ronis n'a pas supportées. Regardez. Facebook a conduit Ariel Ronis au suicide. Fonctionnaire de l'autorité de l'immigration et des frontières d'Israël, Ronis n'a pas supporté les accusations de racisme dont il a été l'objet, partagées des milliers de fois sur le réseau social. Dans un post publié la semaine dernière, une femme a décrit son expérience dans un bureau dirigé par Ariel Ronis. Elle serait arrivée avec ses 3 jeunes enfants pour obtenir un passeport et on lui aurait refusé d'accéder à une queue plus courte à cause de sa couleur de peau. La femme aurait alors demandé à parler au directeur, Ronis, qui aurait répondu que si elle prenait la situation pour du racisme, elle n'avait qu'à disparaître de sa vue. Peu de temps avant d'attenter à sa vie, Ariel Ronis, ancien fonctionnaire au service de sécurité interne du Shin Bet, a écrit dans un post Facebook que les commentaires lui avaient fait du mal. Ronis a pourtant publié un livre sur le racisme et créé une association dédiée à l'égalité entre tous les citoyens, en particulier les minorités. Une situation qui a traumatisé les collègues d'Ariel Ronis. C'est une journée difficile. Je ne pensais pas que ça se passerait comme ça pour mon premier jour. Je suis venu écouter les salariés, ils sont très choqués. Pour Ronis, on ne peut pas être taxé de racisme si on n'obtempère pas au moindre désir des gens qui exigent des choses. Pourtant, il a reçu un appel téléphonique de la division des plaintes peu de temps après l'incident. En quelques heures, un post Facebook est apparu, ainsi qu'un article, une interview télévisée et tout un appareil médiatique. À peine 2 jours plus tard, le post avait plus de 6000 partages. Je ne sais pas pourquoi il l'a pris si à cœur. Mon fils était contre le racisme. Et eux, ils ont dit qu'il était raciste. Je sais que 6000 personnes ont commenté sur Facebook alors qu'ils ne savent rien de lui. Ils l'ont insulté. Ce n'est pas 15 personnes, c'est 6000. La parole peut entraîner la vie et la mort. Il faut réfléchir avant de parler. Après que Ronis a été retrouvé mort à son domicile, l'ancien chef du Shin Bet Yuval Diskin a écrit sur Facebook qu'il le connaissait bien et que rien n'aurait pu lui être plus nuisible que des accusations de racisme. Quant à la femme accusatrice, elle a écrit « Ce matin, je me suis réveillée avec l'une des pires nouvelles dont je n'avais jamais entendu parler. Je suis terriblement désolée pour la disparition. Pendant des années, j'ai vécu la discrimination en Israël. La seule fois où j'ai raconté mon histoire, un homme a été blessé. Il n'y a personne de plus désolé que moi. » Alors Lise, malgré ces accusations, il semble qu'Ariel Ronis, en tout cas selon ses collègues, soit un homme exceptionnel. Hein. Alors c'est quelqu'un qui a fait partie du Shin Bet, qui est le service de sécurité intérieure d'Israël. Il a intégré ce service en 92. Il a participé à des missions très difficiles dans les villes du nord d'Israël. Ensuite, il a été promu cadre. Il a aidé des agents de source du Shin Bet à se réhabiliter en Israël. Et selon ses supérieurs, il aurait même empêché des attaques terroristes en Israël. Alors ça, c'est vraiment les limites des réseaux sociaux. Lise, d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, ce genre de drame. Oui, et effectivement, le harcèlement subi par certaines personnes peut les conduire au pire. Alors en France notamment, ça touche plutôt les adolescents. Le mois dernier, une adolescente de 14 ans s'est défenestrée en France après qu'une vidéo intime avec son petit ami ait été publiée sur Facebook. Alors c'est une histoire complètement incompréhensible parce qu'on a vu Ariel Ronis a assumé des missions extrêmement difficiles. Il s'est occupé du rapatriement et de l'accueil en Israël des soldats de l'armée du Liban du Sud, hein, qui luttait aux côtés de Tsahal contre le Hezbollah. Comment peut-on imaginer, Maurice Ifergan, que cet homme soit raciste? C'est incompréhensible, d'autant que, ce qu'on ne dit pas dans ces reportages, c'est que Ariel Ronis avait une mission au Sud-Liban. Il était l'agent recruteur d'informateurs pour Tsahal, lorsque Tsahal occupait le Sud-Liban. Et c'était des missions extrêmement délicates. 15 ans plus tard, Tsahal s'est retiré du Liban. Il est resté en contact avec toutes ces familles d'informateurs libanais qui aujourd'hui sont installés
installé en Israël et il était là-bas comme dans sa famille. Il a écrit, il a dit que pour lui, il n'y avait pas de plus belle mission que d'intégrer ces Libanais en Israël et d'en faire des Israéliens et leur donner ce qui leur revient. Vous voyez, on est loin d'un homme raciste. Alors son suicide intervient dans un contexte difficile en Israël. Vous vous souvenez qu'il y a eu des manifestations des Éthiopiens israéliens qui protestaient contre le racisme dont ils étaient l'objet. Et donc il y avait un climat très lourd en Israël, mais aussi pratiquement la même semaine où on commémorait les 15 ans du retrait d'Israël du Sud-Liban et Ariel Ronis était avec ses anciens informateurs qu'il adorait et avec qui il vivait vraiment en famille. Alors on a du mal à comprendre comment cet agent des services de sécurité israéliens qui est censé être quelqu'un de solide et puis finalement en arriver là. Merci beaucoup Maurice Ifergan, merci beaucoup Samuel Calvo, merci Lise Barenboim d'avoir été là aujourd'hui. Restez avec nous dans quelques instants. Nos chroniqueurs vont nous rejoindre pour la séquence Lifestyle. Nous parlerons immobilier, nous parlerons gastronomie, nous parlerons innovation, nous parlerons tendance et mode. Surtout restez avec nous.